Bonjour les élèves, voici aujourd'hui la capsule pour le 16 avril. J'ai pensé bon de commencer par faire un retour sur ce que je t'avais demandé d'essayer par toi-même, c'est-à-dire le numéro 3 du retour du mi-bloc 3. Je vais y aller assez rapidement, mais je suis consciente que les numéros que je t'ai demandé d'essayer par rapport aux lois des exposants, c'était peut-être pas les plus faciles. Donc c'est pour cette raison que j'en fais un retour au complet. Donc, si on regarde à la A, la première chose à remarquer, c'est la puissance d'une puissance ici. Donc, on doit multiplier nos exposants. Négatif 4 multiplié par 3 me donne mon négatif 12. Maintenant, à l'intérieur du crochet, j'ai des multiplications qui veut dire que je dois additionner le négatif 5, le 1 et le 9, qui me donne donc un exposant 5 A à la 5 pour l'intérieur de la parenthèse. Puis tout ça, c'est à l'exposant 10. Donc maintenant, la prochaine étape serait d'attaquer la puissance d'une puissance, 5 fois 10 qui va me donner A à l'exposant 50. Parce que je divise, je soustrais mes exposants, donc négatif 12 moins 50 va me donner A à la moins 62. Maintenant, tu as demandé de simplifier, mais aussi d'écrire avec des exposants positifs, qui veut dire que si on veut changer le négatif 62 à un positif 62, on doit inverser la fraction, et lorsque j'inverse la fraction, l'exposant négatif devient donc positif. Et voilà. Pour le prochain, première chose, on s'attaque à la puissance d'une puissance. Moins 2 fois 5 me donne négatif 10. Z à la 0 va me donner 1. Maintenant, on multiplie, donc on va additionner nos exposants. On va avoir m à l'exposant négatif 16, divisé par 1, qui veut donc dire qu'il va nous rester m à l'exposant moins 16. J'écris sous forme d'une puissance positive, donc on va avoir 1 sur m à l'exposant 16. Là, C, parce qu'on a des fractions, ça nous arrive de trouver ça un peu plus difficile. Je commence quand même par simplifier l'intérieur de la parenthèse. Je multiplie, donc je dois additionner mes exposants, qui veut donc dire que je vais avoir Y sur Z à l'exposant positif 6. Exposant à l'intérieur à l'extérieur, on multiplie, donc on va avoir Y sur Z à l'exposant négatif 6. Si je veux un exposant positif, on inverse notre fraction, donc ça devient Z sur Y à l'exposant 6. Puis on simplifie davantage en exprimant par, en distribuant notre puissance à l'intérieur. Donc je vais avoir Z à la 6 sur Y à la 6. Et voilà le petit retour sur les exercices que je t'avais demandé d'essayer hier. Maintenant, pour la nouvelle matière, on est encore de la section 3.12 maintenant à la partie B. Pour ceux et celles qui aiment d'écrire les notes, tu peux les écrire, mais encore une fois, ce n'est pas nécessaire, tu peux tout simplement écouter. Aujourd'hui, un des grands objectifs, c'est d'être capable de faire la différence entre une variation directe et partielle. Donc, on t'a donné l'exemple d'une directe ici et d'une partielle en deuxième lieu ici. Toutes les deux sont des variations dont le taux de variation est constant. Lorsqu'on a un taux de variation constant, ça veut donc dire que ça va nous donner des belles lignes droites. Mais vous remarquez que j'en ai une ici qui commence à 0,0 à l'origine, puis une autre qui commence à une valeur initiale de 300. Une variation directe va toujours commencer ici à l'origine, à 0, 0. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on dit que l'équation d'une variation directe est y est égale à mx. C'est comme si on écrivait ici mx plus 0, mais on sait que ce n'est pas nécessaire d'indiquer le 0. Pour ce qui est de la variation partielle ne passera jamais, oups, on va aller effacer ça, là. Une variation partielle ne passera jamais par 0, 0. Okay. Elle aura toujours une valeur initiale, puis dans ce cas-ci, elle a une valeur initiale de 300. L'équation de la variation partielle sera y est égale à mx plus b parce qu'elle va avoir une valeur initiale. Maintenant, à l'exemple 1, on demande de reculer aux 4 exemples qu'on avait fait hier. Je vais vous les résumer ici pour que ça aille plus rapidement. Puis on demande d'indiquer s'il s'agit d'une variation directe ou d'une variation partielle pour chacun des exemples. Donc, si tu te souviens bien, hier, notre premier exemple, on parlait de la baleine. On comparait les kilogrammes en fonction du nombre de mois de la baleine. Puis lorsque la baleine était née, elle pesait déjà 600 kilogrammes. Qui veut donc dire que cette droite-là a une valeur initiale. Elle ne passe pas par l'ordre donné à l'origine
Parce qu'elle a une valeur initiale, on peut donc dire que c'est une variation qui est partielle. Maintenant, à l'exemple 2, ça c'était l'exemple des tablettes de chocolat. On devait vendre des tablettes de chocolat pour ramasser de l'argent. Donc, c'était les ventes en fonction du nombre de tablettes vendues. On te disait que la mère avait fait un don de 20 $. Donc, encore là, la droite ne commençait pas à 0,0, qui veut donc dire qu'à l'exemple 2, on parle d'une variation partielle. Pour ce qui est de l'exemple 3, ici, on parlait de la position d'un objet en mètres en fonction du temps en secondes. Donc, dans ce cas ici, on voit que la droite passe par l'ordonnée à l'origine. Elle passe à 0,0. Donc, dans ce cas ici, ça, c'est un exemple d'une variation directe. Maintenant, pour le dernier exemple ici, pour cet exemple-là, l'exemple 4, on parlait, je pense que c'était Martin qui avait emprunté de l'argent de sa mère pour s'acheter un cellulaire. La valeur initiale était de 120 $, puis il remboursait sa dette à chaque semaine, donc la droite descendait. Mais encore là, on voit ici que la valeur initiale est de 120 $. Cette droite ne passe pas par l'ordonnée à l'origine, donc ici, on parle d'une variation partielle. Donc, voilà la différence entre la variation partielle et la variation directe. La variation directe passe par 0,0, tandis que la variation partielle aura une valeur initiale et elle ne passera pas par 0,0, c'est-à-dire par l'ordonnée à l'origine. Bon, maintenant, si on passe à l'exemple 2, dans l'exemple 2, on parle de Théo qui travaille dans un magasin de chaussures. Son salaire va dépendre du nombre de chaussures qu'il vend. Par exemple, pour 2 paires de chaussures, il reçoit 54 $, ainsi de suite. Donc ici, pour sauver un peu de temps, ce que j'ai fait, j'ai commencé à remplir le tableau à la A, la variable indépendante. On sait qu'elle se situe sur l'axe des X. OK, donc ici, on parle du nombre de paires de chaussures. Tandis que la variable dépendante, on va la chercher sur l'axe des Y. Puis ici, on parle du salaire en dollars. Maintenant, la valeur initiale, si on va aller la chercher à l'intérieur du tableau de valeur, la façon la plus rapide de la trouver, c'est la valeur du Y qui est associée au X du 0. Dans ce cas-ci, on voit qu'on n'a pas le X du 0. Donc, il va falloir le trouver d'une autre façon. Ce que je vais faire, je vais passer au taux de variation. Puis par la suite, le taux de variation pourra nous aider à trouver la valeur initiale. Donc, notre taux de variation, on sait qu'on doit aller chercher les bancs des Y, c'est-à-dire 8 $, divisé par les bancs des Y. Donc, ici, Théo va recevoir 8 $ à chaque 4 paires de chaussures qu'il va vendre, qui veut dire qu'il va recevoir 2 $ par paire de chaussures. Donc, voilà mon taux de variation, 2 $ par paire. Là, tu vas peut-être remarquer quelque chose, puis tu vas dire « Wow, une petite minute, madame. » Qu'est-ce qui se passe si on prend les deux prochaines coordonnées? En autre mot, si je passe de 62 à 72, j'ai des bons d'un salaire de 10 $. De 6 à 11, j'ai 5 paires de chaussures. Mais écoute, si tu remarques bien, puis si on prend le même processus, c'est-à-dire si je prends les bons des Y, 10 $, divisé par 5 paires de chaussures, vous voyez qu'on a encore le même taux de variation. OK? Qui veut dire que mon taux de variation est constant, ça va me donner une belle ligne droite. Donc, sachant que notre taux de variation est de 2 $ par paire de chaussures vendues, on va utiliser ce taux maintenant pour nous aider à trouver la valeur initiale. Donc, si je vends pour 2 paires de chaussures à 2 $ par paire, ça devrait me donner 4 $. Qu'est-ce qui manque à 4 $ pour me rendre à 54? Il me manque 50 $. OK, on continue avec ça. Si je vends 6 paires de chaussures à 2 $ chaque, ça me donne 12 $. Qu'est-ce qui manque à 12 pour me rendre à 62? Il me manque 50 $. Donc, on voit ici là, que la personne, Théo, reçoit 50 $ comme salaire de base. Donc, ma fonction ici commencera à 50 $ et le plus de chaussures qu'on va vendre, évidemment, le salaire va augmenter. Donc, ici, ma valeur initiale est 50 $. Pour me permettre d'aller écrire mon équation. Mon équation, c'est toujours le taux de variation devant l'X. Donc, Y est égal à 2X plus ma valeur initiale qui est 50. OK?
La question B, on te demande est-ce que c'est une variation partielle ou directe? Mais parce qu'on vient de voir ici que notre fonction a une valeur initiale et qu'elle ne commence pas à 0, 0, on parle donc ici d'une variation partielle. Parfait. Maintenant, l'exemple 3, si toi, tu utilises encore tes notes, tu peux mettre un gros X là-dessus. Je t'avais dit qu'on allait passer par-dessus certains exemples. Et celui-ci, c'en est un d'eux autres. La prochaine partie, c'est maintenant 3.12, la partie C. On avance bien dans notre section 3.12. Ici, il s'agit juste de faire la différence entre fonctions affines et non affines. Je pense que tu connais déjà la différence, c'est juste que tu ne connais pas le vocabulaire qui était associé. On dit qu'une fonction affine, c'est une fonction linéaire. Puis une fonction linéaire, ben, sa formule de base, c'est la formule y est égale à mx plus b. Puis ce qui est important à retenir, le taux de variation doit être constant. Si mon taux de variation est constant, ça va me donner une belle ligne droite. Fait si on regarde nos deux exemples ici pour déterminer laquelle des deux est une fonction affine ou non, vous voyez ici que ça ne me donne pas une belle ligne droite, ça me donne une courbe. Le taux de variation n'est pas constant. Donc, si le taux de variation n'est pas constant, ça n'est pas une fonction affine. OK? Tandis que si on regarde au deuxième exemple, j'ai une belle ligne droite. Je pourrais m'arrêter là tout de suite et dire hey, Claudette, ça c'est une fonction affine. En raison de la belle ligne droite. Ou, si tu ne le vois pas nécessairement, on peut utiliser notre table de valeurs. J'ai pris les données du graphique, je les ai inscrites dans la table de valeurs et on voit ici qu'on a des bancs de 30. Du côté des X, on a des bancs de 2. J'ai donc un taux de variation qui est constant. Okay? Dans ce cas ici, mon taux de variation serait 30 divisé par 2, j'aurais un taux de variation de 15. Donc ici, on aurait une fonction affine pour l'exemple 2. Tu as juste à retenir que les bancs sont constants, taux de variation est constant, belle ligne droite. Maintenant pour demain, OK? J'aimerais que tu continues à travailler sur le retour du mi-bloc 3, j'aimerais que tu t'essayes avec les numéros 4, A, B et C pour demain. Le document est en pièce jointe sur la page web, sur ma page web. Je te fais le rappel que tu trouves tout sur ma page web, les liens pour mes capsules, ainsi que les feuilles que je vais joindre pour que tu puisses faire ton travail. Donc, encore une fois, merci d'être à l'écoute et on se reparle demain.